Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour parler microbiote. Donc le microbiote, c'est quoi? C'est un ensemble de micro-organismes, donc des bactéries, des champignons, qui sont contenus dans un environnement animal ou végétal. Car oui, les plantes ont elles aussi un microbiote. Cet environnement est aussi appelé microbiome. Donc il y a le microbiote, ce sont les micro-organismes, et le microbiome, c'est ce qui héberge les micro-organismes. Chez l'homme, on va retrouver des microbiotes à différents endroits. On a le microbiote buccal, donc dans notre bouche, le fameux microbiote intestinal, mais on a aussi un microbiote cutané, donc au niveau de la surface de notre peau. Les femmes possèdent un microbiote vaginal, mais les hommes ne sont pas en reste, ils ont eux aussi un microbiote au niveau de leurs organes sexuels. Aujourd'hui, on va s'attarder plus particulièrement sur le microbiote intestinal, car il a une importance capitale pour notre santé. Donc le microbiote intestinal, qu'on appelait encore flore intestinale il n'y a pas si longtemps que ça, est considéré comme un organe à part entière. Il hébergerait entre 50 et 100 000 milliards de bactéries, soit plus de cellules qu'il y a dans notre corps. Il faut imaginer qu'on abrite tous entre 1 et 2 kg de bactéries dans nos intestins. C'est quand même énorme. Et chaque humain possède son microbiote intestinal à la composition unique. On estime qu'à peu près un tiers de nos espèces bactériennes sont communes aux autres humains et les 2 tiers de notre microbiote nous sont propres. Donc il y a plein de choses qui vont pouvoir faire varier la composition de ce microbiote. Premièrement, la façon dont nous sommes nés. Car si nous sommes nés par voie basse, on a pu bénéficier des bactéries présentes dans le vagin de notre maman lors du passage pendant l'accouchement. Alors que si on est né par césarienne, on démarre dans la vie avec une petite lacune. D'ailleurs, depuis quelques années, dans certains hôpitaux, pour les femmes qui accouchent par césarienne, on vient leur prélever un peu de leur flore vaginale avec une compresse, qu'on viendra ensuite badigeonner sur le visage du nouveau-né afin qu'il ingère ces bactéries. Notre âge va également influencer la composition de notre microbiote. En effet, lorsque nous naissons, nos intestins sont stériles. Et au fur et à mesure du contact avec les micro-organismes croisés sur notre chemin et de l'alimentation du bébé, le microbiote intestinal va évoluer. Et on considère qu'il est mature environ vers 3 ans. Aussi, quand on vieillit, environ aux alentours de 65 ans, la composition de notre microbiote évolue. On a tendance à avoir moins de bactéries et de moins de bonne qualité. Notre alimentation a un impact également très important sur la composition de notre microbiote intestinal. En effet, pour être nourris correctement, nos chères bactéries ont besoin de fibres. Fibres que l'on va retrouver dans les fruits et légumes, les légumineuses, les céréales complètes. Et ces fibres, on les trouve aussi sous le nom de prébiotiques dans des compléments alimentaires destinés à notre santé intestinale. Et en fait, les prébiotiques, c'est tout simplement des fibres qui viennent nourrir notre microbiote. Donc, une alimentation riche en fibres est conseillée, entre autres, pour la santé de notre microbiote intestinal. Parmi les autres choses qui vont faire varier la composition de notre microbiote, il y a les médicaments, et particulièrement les antibiotiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les antibiotiques viennent détruire les bactéries, mais ils ne font pas la distinction entre les mauvaises bactéries, qui entraînent une infection, et nos bonnes bactéries qui sont présentes pour nous protéger. Et c'est pour cette raison que lors d'une prise d'antibiotiques, il est recommandé de faire une cure de probiotiques, afin de réensemencer notre flore intestinale en bonnes bactéries plus rapidement. Donc au slogan « les antibiotiques, c'est pas automatique », on devrait rajouter, en cas de prise d'antibiotiques, les probiotiques, c'est automatique. Mais il y a également d'autres médicaments qui peuvent venir perturber la flore intestinale. On a les anti-inflammatoires, on a aussi les médicaments pris contre les brûlures gastriques, les IPP qu'on appelle inhibiteurs de la pompe à protons. Certains d'entre vous doivent les connaître, c'est ce qu'on retrouve sous le nom de Mopril,
Pariette, oméprazole, esoméprazole, Inexium, rabéprazole, etc. Les IPP ont pour rôle de diminuer l'acidité de l'estomac, mais en faisant ça, le pH de l'estomac va augmenter. Alors que physiologiquement, le pH de l'estomac est très bas et très acide. Or, la digestion de nos macronutriments se fait à un certain pH, particulièrement pour les protéines qui ont besoin d'un pH très bas dans l'estomac. Et dès lors qu'il y a modification de ce pH gastrique, nos enzymes digestives ne pourront pas bien fonctionner. Donc la prise au long cours de ce type de médicament pourra venir perturber notre digestion et donc notre microbiote intestinal. Dans nos microbiotes, il existe une harmonie, un équilibre entre les différents micro-organismes. Et si l'équilibre est rompu, c'est le début des ennuis. D'ailleurs, pour revenir sur l'histoire des antibiotiques, souvent, les femmes peuvent s'en apercevoir assez rapidement car elles peuvent développer des mycoses vaginales. Car quand on détruit les bactéries, les champignons vont pouvoir en profiter pour se développer et gagner le champ de bataille, quoi. Une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la composition de notre microbiote en quantité ou en qualité, peut être à l'origine de nombreux troubles. Une dysbiose peut favoriser une prise de poids, voire une obésité, peut favoriser aussi les allergies, une baisse de l'immunité et donc nous rendre plus sensibles aux infections. Une dysbiose peut aussi favoriser les maladies auto-immunes et notamment les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin comme les maladies de Crohn et les rectocolites hémorragiques. Ça peut aussi favoriser des troubles métaboliques comme le diabète, être impliqué dans l'apparition de certaines maladies cardiovasculaires ou encore dans l'apparition de certains cancers, notamment le cancer colorectal. Mais au fait, à quoi il sert ce microbiote ? Notre microbiote intestinal va servir de véritable barrière de protection contre les agents pathogènes. Il permet aussi la synthèse de certaines vitamines, comme par exemple la vitamine K, qui est produite dans nos intestins grâce à des bactéries. Et la vitamine K est une vitamine indispensable pour notre bonne coagulation du sang. Le microbiote intervient aussi dans le métabolisme énergétique. Il participe au développement et à la maturation du système immunitaire, car 70% de notre système immunitaire se trouve dans notre microbiote intestinal. Le microbiote intestinal régule l'axe intestin-cerveau. Pour exemple, à peu près 95% de notre sérotonine est produite dans nos intestins. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur, de la détente. Et quand on manque de sérotonine, on peut se sentir fatigué, irrité, avoir des insomnies ou encore des fringales de sucre en fin de journée. Donc un microbiote en bonne forme permettra de bien synthétiser la sérotonine. C'est quand même pas pour rien qu'on appelle aussi le microbiote intestinal deuxième cerveau. Et notre microbiote intestinal joue bien sûr un rôle très important dans la digestion. Là, on va aborder maintenant quelques conseils pour entretenir notre microbiote intestinal. Tout d'abord, il faut savoir que trop de propreté nuit à la maturation du microbiote intestinal. Donc s'il vous plaît, laissez un peu les bébés tranquilles, ne nettoyez pas tout le temps, systématiquement, dès que quelque chose est tombé par terre, car vivre dans un environnement trop aseptisé n'est pas bon pour notre santé. On le sait maintenant, dans les régions où les maisons, les environnements sont vraiment trop propres, ça favorise le développement des allergies chez les bébés et les enfants. Et d'ailleurs, c'est pareil pour notre peau. Se laver tous les jours, voire 2 fois par jour, avec des savons pleins de détergents qui détruisent notre film hydrolipidique et notre microbiote cutané, ce n'est pas bon du tout pour notre peau. Pour entretenir le microbiote intestinal, on peut aussi consommer régulièrement des aliments fermentés. C'est vrai qu'en France, on n'a pas trop l'habitude de consommer des aliments fermentés, à part pour certaines personnes manger un peu de choucroute de temps en temps.
Pour autant, les aliments fermentés apportent des bonnes bactéries à notre microbiote intestinal. On peut consommer donc des légumes lacto-fermentés, donc par exemple la choucroute. D'ailleurs, c'est très facile à faire soi-même. Il suffit juste de mettre des légumes dans un bocal, une saumure avec de l'eau et du sel. On ferme, on laisse fermenter quelques semaines et ensuite nos légumes lacto-fermentés sont prêts. Dans les aliments fermentés, on retrouve aussi des produits un petit peu plus asiatiques, comme le tempeh, la sauce soja, le miso. Et au niveau des boissons, on peut consommer régulièrement du kombucha ou du kéfir. Pour le microbiote intestinal, il est également très important de consommer des aliments riches en fibres, on l'a vu tout à l'heure, mais également des aliments crus, car les méthodes de stérilisation détruisent les micro-organismes. Et c'est intéressant de consommer des produits au lait cru de temps en temps également. Mais attention, les produits au lait cru ne sont pas recommandés aux enfants de moins de 3 ans, aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées. Bon, il y aurait vraiment tellement de choses à dire sur le microbiote, mais le but, c'est pas de commencer à vous écrire un livre. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée.